Récemment, les États-Unis se sont emparés du scandale Lafarge. On parle de financement de terrorisme dans le monde. La société française Lafarge a été condamnée à verser 778 millions de dollars pour avoir fait le choix impensable de financer l'organisation État islamique en Syrie entre 2012 et 2014. Les agissements de Lafarge révélés en 2016 visaient à assurer la continuité de la production de l'usine de ciment de Djalabia dans le nord de la Syrie, inaugurée, il faut bien le rappeler, en 2010, un an avant le début de la guerre occidentale en Syrie. De quoi est-il question et pourquoi c'est aux Américains de juger et condamner pour un crime commis en Syrie? On en parle dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du point sur l'actualité, troisième édition de la semaine et bien sûr aujourd'hui on rentre au cœur de la géopolitique du terrorisme et nous pesons nos mots puisque nous parlons du financement du terrorisme avec l'affaire Lafarge, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants et nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à nous suivre sur les antennes de Foyo Média Africa, vous êtes sur Telsat et Amos, d'autres sur la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs et bien sûr Facebook et YouTube accompagnent les internautes sans oublier l'application que vous avez téléchargée sur Play Store. On parle donc de cette thématique très importante, vous pouvez faire le lien avec l'Afrique. L'Afrique souffre également du terrorisme, raison pour laquelle vous pouvez appeler à tout moment pour participer, contribuer, donner votre point de vue sur cette thématique. Et donc, pour en parler, Jonathan Batengeni, notre consultant permanent, est avec nous ce soir. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamed Adam. Bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs qui nous regardent et qui suivent cette émission. En ont fait un programme culte panafricaniste. Nous leur disons merci et nous leur disons c'est vous les héros parce que après les débats, nous continuons ce combat avec vous sur le terrain et vous le concrétisez, le rendant d'ailleurs vivant et le rendant tout à fait puissant. Nous saluons également notre copanéliste éminent que vous allez présenter, un géopoliticien que j'aime bien, que j'aime bien suivre lorsque nous échangeons et nous saluons les techniciens, tous ceux qui sont actuellement à pied d'œuvre pour que cette émission soit retransmise dans de bonnes conditions. Monsieur Signé Pierre, Monsieur Yannick Songuidjol et tous les autres, le personnel For You, la direction générale, les autorités du Cameroun, ainsi que les forces de défense et de sécurité, surtout elles, parce qu'elles sont le ciment de l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Et comme depuis un certain temps, depuis 2 mois déjà, nous vivons une situation dramatique. L'arrestation injuste, arbitraire, la détention à la prison d'Abidjan de notre sœur plus chérie Edi Ballet par le régime du dictateur sanguinaire despote d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara, qui l'accuse de complicité, d'avoir été complice d'un coup ou bien d'une agression contre la Côte d'Ivoire, ce qui est tout à fait faux, car Madame Edith Pluchéry Ballet, ayant constaté que son pays était humilié et subissait l'humiliation mondiale dans le dossier des mercenaires qui utilisaient le passeport ivoirien, mercenaires qui sont constitués de 30 légionnaires de la junte française et de 16 forces spéciales ivoiriennes. Elle a décidé de jouer le rôle d'intermédiaire. Elle est d'abord allée les rencontrer avec son esprit maternel et de retour, elle a proposé d'être intermédiaire pour leur libération. Aujourd'hui, ayant découvert la vérité, cela a fait peur au dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara, qui l'a embastillé injustement dans ses geôles. Et nous demandons
sa libération inconditionnelle et incessante. Nous lui disons courage, plus chérie, courage, grande sœur, courage, chérie Coco, courage, maman. Merci nous à savons vous, que tu seras bientôt libre, comme tout le peuple merci ivoirien. en tout cas, donc ce mot à l'endroit de Pilcheri Ballet, embastillé du côté de la Maca à Abidjan. Luc Michel est avec nous. Vous avez parlé de ces géopoliticiens, on aime bien l'écouter. En tout cas, à chaque fois qu'on l'écoute, on en sort avec beaucoup d'enseignements. Luc, bien le bonsoir. Bonsoir à vous, Bachir, bonsoir à Jonathan et bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un sujet important, le scandale Lafargue, parce que ce n'est pas du tout ce que présentent les médias de l'OTAN. Lorsque j'étais en 2014 dans une conférence antiterroriste à Damas avec les Russes et les Iraniens, j'avais appelé cela la collaboration des djihadistes avec les services secrets de l'OTAN, le scénario du diable. Pourquoi le scénario du diable? Parce que pour dîner avec le diable, dit un proverbe allemand, il faut utiliser une longue cuillère où on se brûle les doigts. Eh bien, les pays de l'OTAN se brûlent les doigts. J'avais en 2014 à Damas annoncé le danger qui pesait sur l'Europe. À partir de 2015, il y a eu les attentats de Madrid, de Birmingham, de Bruxelles, de Paris, de Francfort, de Berlin. Tous ces djihadistes, en fait, étaient des collaborateurs des services secrets de l'OTAN. Tout commence évidemment dans l'Allemagne de Hitler en 1933. Hitler s'allie aux frères musulmans pour attaquer l'Union soviétique. Lorsqu'en 1945 il perd la guerre, les services secrets nazis sont récupérés par les Américains avec leur chef, le général Göring, et les frères musulmans et les djihadistes passent au service de la CIA. Depuis, ils n'arrêteront plus. Le tournant, évidemment, ça sera la guerre contre les soviétiques en Afghanistan, parce qu'à ce moment-là, on passera au terrorisme armé. C'est à ce moment-là Ben Laden. Ben Laden, c'est un collaborateur de la CIA et des services secrets saoudiens et palestiniens. Depuis, ça n'arrêtera pas. L'affaire Lafargue, ce n'est pas des méchants capitalistes qui ont décidé de faire de l'argent à tout prix. C'est une multinationale française qui, avec l'accord du Quai d'Orsay et de la DGSE, va travailler dans une zone occupée par la France, les États-Unis et la Turquie, avec les djihadistes, qui va financer Daesh, mais aussi Al-Qaïda. Et bien entendu, ils vont pas seulement faire de l'argent avec ces gens, ils vont leur payer des impôts, ce qui est une manière de financer l'État islamique et Al-Qaïda. Voilà donc ce premier jet qui nous permet, Luc, de planter le décor. Jonathan Batenguini, alors quelle lecture vous faites de ces accusations quand même qui se sont révélées il y a quelques années? Le groupe Lafargue, c'est un groupe français, il faut bien le préciser, qui est fait dans la cimenterie, entre autres, et aujourd'hui se retrouver dans un scandale de financement des terroristes. Tout à fait, c'est une situation scandaleuse de savoir qu'une multinationale comme celle-là, qui appartient à un pays qui se veut promoteur des droits de l'homme et opposé au terrorisme, soit empestrée dans une telle cacophonie, mais surtout dans une telle situation désastreuse pour l'humanité. Le financement du terrorisme, selon l'OCDE, c'est participer activement aux activités terroristes. C'est-à-dire que Lafargue elle-même est devenue en Syrie un sponsor du terrorisme. Mais seulement, si on perçoit ça du point de vue du scandale, on a l'impression que c'est un hasard. Oui. Eh bien, il faut quand même regarder. Les comme questions une chose nouvelle dans... Tout à fait, oui. Comme une chose nouvelle, comme une situation fortuite qui est arrivée dans le cours de développement des activités de cette entreprise. Il faut noter que beaucoup de multinationales sont liées aux activités terroristes. Nous prendrons le cas aujourd'hui de beaucoup de négociants qui travaillent avec le réseau de ExxonMobil au niveau du Golfe Persique, qui est la zone ciblée. En fait, il se trouve que l'État islamique contrôle aujourd'hui près de 40%
des réserves de pétrole syriennes. Dans la zone, et c'était à 60% il y a peu de temps, donc l'État syrien a dû manœuvrer pour empêcher que l'on continue de lui spolier ces 60% de réserves de pétrole. Eh bien, les 40% de réserves sont spoliées, sont tout à fait volées, pendant qu'en Syrie, dans la région toute proche de Deir ez-Zor, vous avez 10% de pétrole qui sont également volés par des bandes armées de l'État islamique. Et les terroristes de l'État islamique commercent cela, font raffiner cela d'abord chez des intermédiaires. Des intermédiaires qui sont des acteurs locaux protégés par les djihadistes de l'armée états-unienne et qui leur permettent ainsi de raffiner du brut issu d'une activité de contrebande et terroriste. Et ce brut-là est expédié dans des tankers de ExxonMobil via les camions de l'armée états-unienne. Donc, vous avez une activité finalement qui relève de ce qu'on appelle le financement du terrorisme. Oui. Ce n'est pas une activité fortuite. Lafarge, il faut le reconnaître, Lafarge est au cœur de ce scandale parce qu'au départ, les forces de l'État islamique étaient pour la plupart contrôlées par un ensemble d'acteurs qui se revendiquaient être de la mouvance de l'armée démocratique syrienne qui avait ses principaux leaders en Angleterre et en France. Et ces acteurs-là laissaient lorgner aux investisseurs européens qu'ils gagneraient des contrats juteux contre leur engagement sur le théâtre des opérations. Et d'ailleurs, on a vu le président François Hollande qui était très actif dans le cadre du soutien à ce qu'ils appelaient l'armée démocratique syrienne. Oui. Et il faut noter que depuis 2013, l'armée démocratique syrienne s'était rapprochée de l'État islamique au point où plusieurs combattants de l'État islamique et du front Al-Nusra combattaient au sein des forces démocratiques syriennes, au sein dans les provinces syriennes. Et Lafarge... Le front Al-Nusra, il faut le rappeler, était affilié à Al-Qaïda. Tout à fait. Et Lafarge, pour justifier ce financement, dit qu'il s'agissait de protéger ces usines. En fait, normalement, sur un théâtre de guerre, lorsque vous constatez que des forces terroristes menacent des infrastructures industrielles tout à fait pertinentes, vous vous rapprochez davantage des forces, loyalistes. Oui. Vous ne vous rapprochez pas des terroristes pour les financer parce que même si les forces loyalistes sont réputées être des forces qui sont devenues illégitimes dans un pays, à un certain moment, vous savez faire la différence entre des forces qui sont classées parmi les forces obscurantistes et les forces qui ont encore une once de crédibilité au niveau de la politique internationale. Donc, le choix de Lafarge était un choix tout à fait stratégique qui visait à financer les terroristes de l'État islamique et à leur permettre d'inverser la tendance sur le territoire, sur le terrain. Il faut noter qu'un rapport de l'OCDE de 2015 rapportait que les financements du terrorisme par des firmes multinationales étaient une affaire assez préoccupante pour l'organisation, au point où ils avaient constaté que plusieurs multinationales refusaient de signer des chartes de lutte contre la corruption et des chartes de lutte contre le financement terroriste parce qu'elles savaient qu'elles étaient empêtrées dans de tels scandales à travers le monde. Oui. Ce n'est donc pas une situation fortuite. Ça tout porte à croire que cette situation est entretenue par un ensemble d'acteurs qui ont des intérêts à ce que ce terrorisme perdure et qui ont des intérêts à continuer de spolier les ressources de certains pays à partir de la contrebande organisée par les terroristes, comme on le voit dans le sud-est de la Syrie. Merci Jonathan Batengene. Luc Michel, mais pourquoi Lafarge a plaidé coupable sans tergiverser? Pour répondre, je voudrais apporter 3 précisions. Vous savez que j'aime les choses précieuses. Tout d'abord, les forces démocratiques syriennes, c'est une armée constituée à partir des Turcs du pays grec et avec des sunnites. Ce ne sont pas du tout les djihadistes. Les djihadistes, ils appartenaient à une autre armée, qui est l'armée libre syrienne, constituée en 2012, au moment du soi-disant printemps arabe. Deuxième chose,
Aujourd'hui, Lafarge n'est plus un groupe français. Il l'était entre 2014 et avant 2014, mais en 2015, ils sont intervenus dans le cadre de la guerre commerciale Amérique-USA contre Union européenne. C'est une guerre qui a commencé sous Ronald Reagan et qui était relancée par Donald Trump en 2018. À côté de ça, il y a une guerre financière qui est la guerre de l'euro contre le dollar. Les batailles de cette guerre commerciale, il y a notamment eu le Brexit, qui est une opération géopolitique américaine pour fracturer l'Union européenne. Actuellement, les Américains dans la guerre ukrainienne, ils cherchent à fracturer et à détruire l'économie européenne dans tous les domaines. Ils sont en train d'ailleurs de réussir grâce à la complicité des traîtres à l'Europe que sont les politiciens atlantistes. Voilà donc ce que font les Américains dans cette affaire. Et voilà la réalité de ce qu'aujourd'hui est le groupe Holcim auquel appartient Lafarge. C'est lui d'ailleurs qui va payer cette amende. Maintenant, ne croyez pas que cette amende est catastrophique pour eux. Ils sont cotés en bourse. La bourse, lorsqu'elle a appris qu'il y avait un accord avec le fisc américain, eh bien, les actions du groupe Holcim sont en train de remonter en flèche, tellement ces gens sont cyniques et amoraux. On va afficher le numéro pour nos téléspectateurs et qui pourront appeler et participer à tout moment, partager cette réflexion avec nous. Jonathan Batenguini, est-ce que justement cette sanction, est-ce que vous la jugez suffisante par rapport à l'acte, au crime posé? Non, les sanctions ne sont pas suffisantes. Surtout que les enjeux même de la sanction ne sont pas assez bien mesurés. Oui. Quand on parle de cette plainte et puis de la décision de la justice états-unienne, on n'arrive pas à comprendre pourquoi véritablement les États-Unis d'un coup font volte-face en décidant de sanctionner Lafarge. Parce que la formation de l'État islamique elle-même est une construction avec les services spéciaux états-uniens. Comment les États-Unis qui ont participé à la fondation de l'État islamique peuvent sanctionner une entreprise qui se retrouve fautive d'avoir financé ce même État islamique? C'est une contradiction à n'en plus à perdre la tête. Parce que vous vous demandez bien, mais si vous fabriquez ces forces gênantes, pourquoi est-ce que ceux qui les financent, vous venez, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose, un non-dit qui n'est pas, qui ne ressort pas dans la décision de justice, qui certainement ne se trouve même pas en justice, qui a à voir certainement avec les acteurs sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive à cette dénonciation, puis à cet élément-là? Il faut noter que les ONG ont dénoncé toujours cette manière pernicieuse d'agir des multinationales. Souvenez-vous, au Centrafrique, avec Castel. Castel avait été accusé d'avoir financé les groupes rebelles. Et pourtant, est-ce que vous avez eu un procès où Castel a été sanctionné? Que non. Castel. Alors, notre groupe français, il faut bien le préciser. Oui, le groupe français Castel, qui au Cameroun est propriétaire de SABC, et puis un peu partout en Afrique est propriétaire des brasseries qui font un type de bière tout à fait bien consommée, de consommation de masse, et détient les marchés en quasi-monopole sur l'ensemble de ces économies-là. Et donc, ce groupe, en RCA, avait voulu développer des plantations, et dans le cadre de ces plantations, s'est retrouvé à financer des groupes rebelles. Est-ce que cette activité n'est pas proche du financement d'activités terroristes? Parce que les rebelles, en fait, pratiquent la même chose que les terroristes. Ils utilisent la violence pour des revendications politiques. Et on sait que lorsque les revendications sont politiques et vous utilisez la violence, c'est du terrorisme. Et nous considérons que cette séparation entre la rébellion et le terrorisme n'est pas une séparation assez claire, parce que les deux entités usent de la violence pour des buts politiques. En Afrique, c'était une manière de légitimer les terroristes en les appelant rebelles. C'est tout à fait du terrorisme qui était pratiqué sur le territoire centrafricain. Est-ce que Castel a été jugé pour les faits?
de financement du terrorisme. Que non, jusqu'à aujourd'hui, ça reste lettre morte. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça là, qui se sont retrouvées, même des ONG, comme Luc Michel a souvent cité, l'Open Society à travers ses réseaux, qui financent des activités de subversion dans beaucoup de pays et qui organisent des rapprochements avec des groupes terroristes et se trouvent même enrôlés à financer des organisations terroristes. Est-ce que ces organisations-là sont véritablement poursuivies pour ce rôle pernicieux dans le cadre de la sécurité internationale? Que non. Alors, pourquoi cette justice à tête chercheuse de la part des États-Unis? À quoi est-ce que ça participe? C'est les grandes questions que cela suscite. Quel est l'enjeu véritable de cette décision? C'est là le regard de tous les observateurs qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe au sein des États-Unis? Est-ce que ce juge était simplement un électron libre ou bien est-ce qu'il y a des enjeux cachés qui n'ont pas été dévoilés à l'ensemble de la planète? Autant de questions qui nous intéressent ce soir. Eh bien, nous sommes avec Luc Michel et certainement a-t-il des réponses. Luc Michel, pourquoi les États-Unis se sont intéressés quand même de très près sur cette affaire? Alors, on parle quand même de crimes commis. Avant de vous répondre, je vais dire un mot sur l'affaire Castel en Centrafrique. Oui. Ce n'est pas si éloigné du djihadisme comme on le croit. En 2012, les généraux français ils développent un scénario à la libyenne en Centrafrique. Ils permettent à une coalition qui comprend des islamistes radicaux, elle s'appelle la Séléka, de s'emparer du pouvoir à Bangui. Castel va financer les fractions de la Séléka. La Séléka en Sonko, ça veut dire la base. La base en arabe, c'est Al-Qaïda. Vous comprenez mieux pourquoi ce ne sont pas des groupes rebelles en Centrafrique, mais des terroristes islamiques, exactement comme en Syrie. Maintenant, qu'est-ce que le fisc américain a fait? Le système américain fait qu'on recherche des transactions très lourdes financières plutôt que des Français. Donc les Américains ont été cohérents avec leur système en appliquant une amende à la FARC et en n'appliquant pas un procès. Mais il y a une deuxième affaire là-bas. Elle est ouverte à Paris en 2018. Elle a été ouverte sur plainte d'employés du groupe La FARC qui reprochent à leurs dirigeants de les avoir mis en danger en les obligeant à travailler avec les gens de Daesh. Cette affaire est en cours d'instruction et aujourd'hui, le Quai d'Orsay et la DGSE freinent des cas de fer pour que cette affaire n'aboutisse pas. On a la même chose dans l'affaire du financement libyen de Sarkozy. Évidemment, c'est la même histoire. Ces affaires prennent des dizaines d'années. Vous avez par exemple l'affaire du Karachigate, le financement de la campagne de Balladur en 1995, qui était le premier ministre de Sarkozy. Eh bien, il a été condamné l'année passée, 1995 à 2021. Vous imaginez combien d'années? Et à ce moment-là, on n'applique pas les peines de prison parce qu'on dit que le temps mis à les condamner a été trop long. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, mais retenez qu'il y a une affaire, l'affaire ouverte en France. C'est là qu'on a révélé dans l'instruction, qu'on a révélé la complicité avec la FARC de la DGSE et du Quai d'Orsay. Et cette affaire est finalement, on a, si l'on s'en tire à ce que vous avez dit, que ce soit vous ou le géopoliticien Luc Michel, c'est-à-dire qu'on a voulu tout simplement présenter la partie visible de l'iceberg. Le problème, il est encore bien plus profond que ça. Il est encore très profond. C'est la face visible de l'iceberg. Le MI6 britannique, lui-même, il est épinglé dans une affaire. Interpol. Interpol, c'est quoi? C'est une organisation islamique saoudienne qui a financé, quand nous disons islamique, nous tenons à préciser que ça n'a rien de musulman. C'est une organisation terroriste, de promotion du terrorisme saoudienne, qui est basée à Londres et qui a financé les membres de l'organisation Al-Aqsa en Allemagne. Al-Aqsa, c'est une organisation qui a fait allégeance à l'État islamique et à Al-Qaïda. Et Al-Aqsa en Allemagne a reçu 6 millions de dollars pour ses activités là-bas en Allemagne. Alors, ça fait problème entre les deux services de renseignement qui aujourd'hui c'est resté à un très haut niveau, si bien que c'est le silence total.
est-ce que les citoyens de ces peuples-là connaissent les connivences entre leurs services de renseignement et les organisations terroristes? Eh bien, il faut noter, pas en attendant d'avoir les raisons floues, parce que c'est la face visible d'un problème très profond. En fait, dans la classification du terrorisme dans le monde, il y a ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Et c'est la dernière forme de terrorisme. Le terrorisme d'État, c'est lorsqu'un État s'engage par des canaux parallèles ou bien officiels à financer des activités terroristes. On n'est pas loin avec ces histoires du terrorisme d'État et qui est pratiqué principalement par les États membres de l'OTAN. Quand on parle du MI6, oui, c'est le service de renseignement britannique. Oui. Quand on parle d'Al-Qaïda et de la CIA, c'est le service de renseignement états-unien. Quand on parle de la Seleka... Allez, je voudrais bien comprendre, j'espère que c'est un lapsus, vous avez dit Al-Qaïda et la CIA. Et la CIA, service de renseignement américain, états-unien, ouais, c'est la réalité. Al-Qaïda serait... Ben Laden, tout à l'heure, Luc Michel l'a si brillamment développé. Ben Laden, c'est une fabrication de la CIA et dont Al-Qaïda est une construction de la CIA avec un parrainage saoudien. C'est encore là un rapport, c'est encore là un lien avec les États-Unis. Quand on parle de la Seleka et des généraux français, c'est l'État, c'est la junte française, l'État français. Alors, vous avez donc un ensemble de pays qui viennent au Conseil de sécurité bravarder, bravacher, à vous dire qu'ils luttent contre le terrorisme dans le monde, mais qui, dans les faits, sont les principaux sponsors du terrorisme. On peut prendre leur dernier poulain, Zelensky, président de l'Ukraine. Il est le principal sponsor du terrorisme aujourd'hui en Russie. Quand vous regardez les actes perpétrés contre le pont de Crimée, ce n'est pas des actes de guerre. Malheureusement, on n'a pas des armes, on n'a pas une armée qui s'engage dans un conflit conventionnel avec un État en face. On a affaire avec une armée de lâches qui utilise des voyous, s'en va chercher des terroristes. En Syrie, d'ailleurs, celui qui s'est fait exploser sur le pont de Crimée était un terroriste et qui vient sauter sa bombe sur un pont utilisé par des civils. C'est les méthodes de terroristes. Quand vous regardez l'attentat contre Daria Dugina Platonova, c'est du terrorisme. Quand vous voyez les attentats qui sont perpétrés tous les jours dans les villes comme Kherson, comme Melitopol, comme toutes les villes qui sont aujourd'hui sous contrôle russe, c'est des actes de terrorisme. Ça n'a rien à voir avec des actes de guerre. Oui. Les actes de guerre sont menés contre les infrastructures militaires et contre des militaires. Mais l'État ukrainien est tout à fait entraîné dans la logique du terrorisme d'État. C'est dans la phase, c'est en fait le qualificatif qu'ici aujourd'hui, on est en plein face à des États sponsors du terrorisme, donc des États terroristes. Et c'est pourquoi la face visible de ce problème cache beaucoup de contours de ce terrorisme d'État. Merci Jonathan Batengene. Je voudrais qu'on aille faire un tour du côté du Standard pour prendre cet appelant. Il est fidèle à nos émissions depuis des années. Eh bien, on le reconnaîtra à travers son timbre vocal. Certainement, c'est Abou de l'Angleterre. Bonsoir Abou. Bonsoir, mes chers frères, vous êtes le monde. Vos invités, en particulier le doyen Michel africain et le brillantissime Jonathan Batengene et tous les techniciens, le Standard et le service de sécurité. Je dis cela, en ce qui concerne la problématique de ce soir, vous savez, c'est pas nouveau. C'est le même modus operandi depuis, on a vu en Angola, Total, qu'avait financé les deux groupes qui antagonisent. Maintenant, nous, il n'y a pas longtemps, en Côte d'Ivoire, on a vu un truc boléré qui a financé les rebelles. Vous voyez, on a vu encore Luchenko, qui est devenu président de... après, de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que dans ce contexte, pourquoi l'Union est partie lancer parce que le groupe Laval a fait à Bachar el-Assad.
le groupe s'inscrit dans la reconstruction de la Syrie. Et elle a fait sans le consentement de l'Amérique. Donc l'Amérique jalouse et cette bandite, cette mafia, comme on appelle ça même, réactionnaire, qui est égoïste, vient la dénoncer. Alors qu'au départ, elle était dedans. Quand elle finançait les djihadistes. Vous comprenez? Donc, le truc c'est quoi? En fait, l'Amérique, c'est le vrai Satan de l'humanité actuelle. Elle est égoïste, elle ne pense qu'à elle seule. Quand rien ne va pas dans son intérêt, vous êtes de facto ennemi de l'humanité. Mais quand vous faites son intérêt, quel que soit le djihadiste que vous êtes, le terroriste que vous êtes ami de l'humanité. Donc elle se croit Dieu en fait, l'Amérique se croit Dieu. Donc nous disons que ces multinationales là, nous sommes à l'ère du verseau. Tout ce qui se passe là, c'est parce que toute la vérité doit être sûre. C'est pourquoi une fois de plus, nous réitérons nos encouragements au Mali. Le Mali doit montrer tous les dossiers qu'elle a sur la France pour montrer comment ces impérialistes détruisent les pays qui essaient de se développer, les pays qu'ils ont appelés du tiers-monde. Donc, nous, dans la même lancée, nous demandons, nous implorons Soro Diom qui connaît tout ce que la France a fait. Il était au milieu il était dans le dispositif. Qui aussi, Mali, on sait que Mali, pour la France, avec preuve d'appui, pour que, une fois, en ce 21e siècle, on donne un signal fort. C'est fini. On met ça. Bye bye. C'est vrai que la qualité d'écoute n'était pas très bonne vers la fin, mais l'essentiel a été dit et retenu par nous et par les autres téléspectateurs. Merci pour la contribution. Le standard il reste ouvert à tout moment. Nous repartons vers Luc Michel. Luc, est-ce qu'il y a une plainte ou des poursuites contre la FAJ en Syrie? Je parle de l'État syrien. Est-ce qu'il a engagé des poursuites? Il y a des dossiers en Syrie et il y a des dossiers en France. Mais sur la FARC, je tiens à fournir une autre information. Oui. J'étais hier sur un plateau de télévision à Téhéran et j'étais avec une confrère syrienne qui s'appelle Eissar Midani. Elle a révélé que la FARC n'a pas seulement financé le terrorisme, qu'il a fourni du matériel de travaux publics qui ont servi aux djihadistes à creuser leurs tunnels de protection, c'est-à-dire des bases souterraines qui, dans la région de Homs et de Idlib, lui ont permis de résister pendant des années à l'armée syrienne. Maintenant, il faut dire un mot de la collaboration des services secrets occidentaux avec les djihadistes. À partir de 1990, le MI6 britannique et le MI5, qui est le contre-espionnage, ils transforment Londres en refuge pour tous les mouvements islamistes mondiaux. On parlera alors du Londonistan, en particulier des djihadistes libyens. En 1998, Al-Qaïda en Syrie et son chef Abdelhakim Belhadj, ils tentent un coup d'État contre Kadhafi. Ce coup d'État est appuyé par le MI6 britannique et la CIA. En 2011, Abdelhakim Belhadj sera nommé gouverneur militaire de Tripoli par les généraux français et par les généraux américains de l'Africom. C'est comme ça que ça va se passer dans tous les domaines. Mais un jour, évidemment, c'est pour ça que j'ai parlé de scénario du diable, ces gens, quand Daesh va être constitué, vont se retourner contre la main qui les a nourris. Les terroristes qui ont fait les attentats de Birmingham, c'était des djihadistes libyens. Eh bien, ils ont fait des attentats contre le peuple britannique. Il y a eu un grand procès en 2017 en Belgique. C'était les filières qui amenaient les djihadistes européens, belges et français en Turquie. Ces filières étaient protégées par la sûreté de l'État. En plein milieu du procès, il y avait un accusé principal, un Belge converti, qui était surnommé Denis le Soumis, soumis à Allah évidemment.
Eh bien, son avocat a fait un scandale. Il a dit devant le tribunal, mais il manque un deuxième accusé. Son officier traitant à la sûreté de l'État, le service d'espionnage belge, qui accompagnait les djihadistes à Zaventem jusque le contrôle de douane et leur faisait passer ce contrôle sans dommage. Voilà la vérité. Cet agent de la sûreté de l'État n'a pas été cité dans le procès de Milo Souni. Encore une précision, c'est le dernier homme qui a parlé avec Merat, agent de la DGSE française, la veille de sa mort. Voilà tous ces gens. Voilà pourquoi j'ai parlé de scénario du diable. Mais évidemment, ils ont évité de prendre une longue cuillère. Et régulièrement, ils se brûlent les doigts jusqu'au coude. On retourne au téléphone. Jean Sakpono, il nous appelle des États-Unis d'Amérique comme toujours. Eh bien, Jean, bien le bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir Bachir. Bonsoir Jonathan, bonsoir aux techniciens, bonsoir Luc Michel. Bachir, oui. Il faut avoir un cœur juste et droit pour comprendre les brouillards de l'ennemi, c'est-à-dire les Occidentaux. Comment est-ce que l'Amérique va juger la compagnie française Lafarge pour financement des terroristes en Syrie? Nous avons écouté ce qu'ils avaient fait de la guerre en Syrie. Et aujourd'hui, soi-disant, ils sont en train de condamner ou bien... Et aussi, Lafarge a accepté rapidement, hein, sans pouvoir même contre-attaquer ou bien sans pouvoir contre-attaquer ses consorts. Bah si, vous voyez que c'est un jeu, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Est-ce que ça va d'abord réveiller les morts? Est-ce que ça va réveiller les morts? Est-ce que les millions, je ne sais pas combien, je sais pas, millions là, ça va réveiller les morts syriens? Soyons sérieux. Parce que pour eux, l'argent c'est Dieu, c'est tout ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous cherchons la dignité humaine, le respect de la dignité humaine partout sur la terre. Cette bataille est vaine. Oui, et aussi en prélude à ce qui se passe au Mali. Le Mali a dit publiquement, aujourd'hui le monde entier sait que c'est la France qui finance les terroristes en Afrique, surtout au Mali. Qu'est-ce que le représentant américain a dit à l'ONU pendant l'ouverture de ce truc-là? Écoutez tout cela et joignez les morceaux et voir là où vont ces personnes perverses. Et les mêmes personnes viennent maintenant dire qu'ils vont aider le Mali avec des milliards. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe? Laissez-les, c'est les distractions. Vous voyez, Bachir, moi je suis américain, je ne suis pas dans ce contexte. Nous devons faire le bien. Le mal que tu fais, tu seras payé. Quels que soient les contours qui vont passer pour faire croire au monde entier qu'ils sont de chercher une justice, ils seront payés parce qu'ils ont fait le mal. Je vous dis que c'est depuis 1963 que le premier président togolais, Sylvain Solupi, a été tué dans l'enceinte de l'ambassade américaine au Togo, à Lomé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Depuis plus des années déjà, ils n'ont pas ouvert le dossier pour que les Togolais comprennent comment est-ce que la France a organisé l'assassinat de ce président. On vient de faire des choses pour dire que la FAJ a financé les terroristes en Syrie, on les a condamnés. L'argent, il peut donner des milliards, comme ils font maintenant pour l'Ukraine. Va-t-elle réveiller les morts? Bachir, voilà la question que nous posons. Les gens qui tombent devant l'argent, là, ce n'est pas ce qui nous importe, c'est l'humain, l'humanité. Parce que nous allons partir, l'humanité restera. Il faut soutenir la vie sur la terre, l'humanité, c'est ça. Il faut chercher la justice. Pas de deux poids, deux mesures. Ne soyez pas distraits. Nous disons, ouais, ainsi, laissez ces affaires-là évoluer, voyez la fin. Ils disent qu'ils font de faire la justice, non? Nous avons condamné la France pour les bavures qu'elle continue de... Et c'est les Américains qui supportent, c'est eux-mêmes qui supportent la France, non? Et pour eux-mêmes, ce qui se passe au Somalie, ça qu'on sort. Parce qu'il y a tout de dossiers. Ne les regardez pas, c'est bien. Attendons pour voir. Mais ils seront payés quand même. Ils seront payés, seront remis à leur place, humiliés. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, qu'ils font en train de faire. Nous sommes en guerre contre cette personne-là, ce pervers-là. Merci. Que Dieu bénisse. Merci Jean Sakpono. Vous également, ces bénédictions, on vous les envoie. Nous laissons le standard ouvert et on y retournera. Jonathan Batenguene, alors tout à l'heure, hein, dans les différentes interventions,
on a cité quand même quelques cas, parce que je voulais poser la question de savoir est-ce qu'il existe des cas flagrants sur le continent, et puis du coup la liste est tombée, une liste loin d'être exhaustive. Total en Angola, avec l'UNITA et le MPLA. On a parlé de ELF au Congo, qui finançait à la fois le Ninja et le Cobra. On a parlé de Castel en RCA, et de ce côté-là également, c'était pour le financement de la CLK, entre autres. Et du coup, ma question serait de savoir, mais que gagnent les multinationales? On ne parle pas de Shell et de Bakassi Freedom Fighters. Exactement. Alors, que gagnent ces multinationales en finançant des activités terroristes et en cherchant même la protection de ces terroristes plutôt que d'aller vers des gouvernements légitimes? C'est simplement des situations, si vous prenez ça comme étant des situations où elles cherchent la protection des terroristes, en fait, vous reprenez leur narratif. Justement, c'est le narratif de la phase dans le cas présent. Le discours qui les excuse et les présente comme étant victimes d'une insécurité. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, c'est des acteurs qui ont des prétentions. Prenons un peu voir les provinces qui sont contrôlées, et merci à Luc Michel pour avoir apporté des précisions quand il parle de l'armée libre syrienne, qui a effectivement fait coalition avec les Al-Nusra et toutes les organisations terroristes qui l'ont rejoint. Quand vous regardez, toutes ces organisations-là sont localisées où? À la frontière entre l'Irak et la Syrie. Quand vous regardez les deux zones, c'est des sites pétrolifères, c'est des champs pétroliers importants. Importants. Ça veut dire que les ressources dans ces zones sont abondantes. Les enjeux stratégiques qui sont visés sont dans des enjeux qui suscitent des appétits de la part d'un certain type d'acteurs. Quand vous regardez par exemple le sud du Nigeria, là où on localise les Bakassi Freedom Fighters, qui ont été les grands acteurs des détournements de pétroliers, qui ont déposé des actes de sabotage sur les oléoducs. La région du Delta, vers le Calabar et autres. Voilà, tous ces gens-là, quand vous prenez ces gens, c'est encore des zones hautement riches en ressources naturelles. Quand vous allez chez les elfes, les ninjas, les cobras, le Congo en ce moment-là, en tant qu'État, était potentiellement un producteur important de pétrole. Il fallait contrôler. Même chose au Cabinda en Angola. Quand voilà, au Cabinda, vous voyez les mêmes choses. Vous allez, il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a plusieurs exemples qui pourraient être cités dans le secteur. Est-ce que ça veut dire que ces entreprises, ces multinationales, font plus de chiffres quand la situation est tendue comme cela? Il y a d'abord, si des gens veulent payer 778 milliards de dollars, de millions de dollars, Bachir, on ne parle pas de 5 millions de dollars, encore moins de 778 Luc le rappelait, il disait que ça ne bouge rien dans ce qu'ils ont comme dans la cagnotte. Vous devez comprendre que les enjeux étaient vraiment élevés et cela valait le coup. 778 millions de dollars, c'est près du milliard. C'est près du milliard de dollars. Si vous faites la conversion dans les monnaies africaines, vous êtes dans des sommes stratosphériques, des centaines de milliards dans les monnaies africaines. En fait, pourquoi des gens s'engagent à payer ces sommes et ne veulent même pas, et tout à l'heure, notre frère, je crois, Zerfel, c'est Zerfel non, Zerfel, le deuxième appel, Jacques Sampounou, ils ne veulent même pas rester en appel. Ça veut dire qu'en fait, ils sont conscients que c'est une broutille dans ce qu'ils ont gagné. Et quand vous regardez ce que Elf a gagné, l'exclusivité de l'exploitation des champs pétroliers au Congo, quand vous regardez au niveau du Cabinda, Total est devenu le leader incontesté de l'exploitation du pétrole. Quand vous redescendez dans le sud du Nigeria, vous voyez que Shell est le tout-puissant baron du pétrole là-bas. Eh bien, vous comprenez que les enjeux, c'est le contrôle des zones
d'exploitation de ces ressources-là. Il y a effectivement au sein de ces structures, et ça va vous surprendre, regardez un exemple, Total recrute chaque année les anciens patrons, les anciens chefs services de renseignement de la DGSE française. Chaque année, les anciens patrons de la DGSE française sont recrutés par Total. Pourquoi ces gens? Squartini, on parle du Mozambique avec l'affaire de Cabo Delgado. Oui, Cabo Delgado. Squartini, qui était le patron de la DGSE française, est lié à plusieurs scandales dans la zone de Cabo Delgado. Lui, Michel a évoqué l'affaire des sous-marins de Karachi. Mais il y a l'affaire Squartini avec tout le scandale qui en est découlé au niveau du Mozambique. Là-bas, vous avez plusieurs responsables qui ont été épinglés dans l'affaire des chantiers navals de Normandie. Le chantier maritime de Normandie. Les fameux chantiers Amio. Oui. Et où on a eu des rétrocommissions, des prêts qui allaient dans l'ordre on parle de combien de millions de dollars, je crois 700 ou 300 millions de dollars, et non, 700 millions de dollars, et 300 millions de dollars seulement ont été utilisés pour les chantiers navaux qui étaient commandés par le Mozambique. Le reste est reparti en rétrocommission dans les comptes de plusieurs hommes d'affaires, y compris plusieurs anciens sous-directeurs de la DGSE française qui ont été recrutés non seulement pour être des intermédiaires dans des tractations avec ces compagnies-là. C'est des économies d'échelle qui sont réalisées dans ces affaires de déstabilisation de certaines régions stratégiques. Quand vous regardez au niveau de la Syrie, avec des réseaux, on parle de plus de 66 000 barils de pétrole qui sont pompés tous les jours, volés par les États-Unis et estipés et injectés dans le commerce international. Il n'est pas exclu que ce pétrole-là finisse en Europe sous la forme de tankers vendus en bonne et due forme comme étant de l'action d'une entreprise raisonnable et respectable. C'est du blanchiment, c'est du vol organisé par un ensemble d'acteurs, et ces acteurs utilisent les pires méthodes pour justifier ce vol, notamment le financement du terrorisme. Le terrorisme est une action qui est rentable, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est une action qui permet de véritablement assurer l'hégémonie de l'économie occidentale parce qu'elle s'inscrit dans la continuité du vol qui a fait la prospérité de l'Occident. Oui. Et ce terrorisme sert également à affaiblir les États qui seraient tentés d'eux-mêmes contrôler leur secteur névralgique. Quand ces États sont affaiblis, ça facilite la spoliation de leurs richesses et ça facilite l'exportation illégale de leurs ressources précieuses. Merci à vous, Jonathan Batengene. Eh bien, on va retourner vers Luc Michel. Luc, une question quand même d'un internaute. Sa question est de savoir pourquoi est-ce que c'est les multinationales françaises qui sont le plus mises à nu dans le financement du terrorisme. Est-ce à dire que celles américaines sont un peu plus dans la finesse? Non, c'est-à-dire que la France-Afrique, ça apparaît dans le livre de Jean-Pierre Batte, la fabrique des barbouzes, elle repose sur trois piliers. D'un côté, il y a l'État, l'armée, le Quai d'Orsay, les services secrets. Deuxièmement, il y a les barbouzes. Et troisièmement, il y a les multinationales. Le troisième pilier de la France-Afrique, c'est les multinationales. Total, par exemple, il a un service de renseignement privé qui est aussi puissant que la DGSE. Comment ça se fait? En 1975, Giscard d'Estaing se débarrasse de Foccart parce que lui n'est pas gaulliste. Et Foccart passe au service de Total avec ses réseaux de barbouzes et il crée le service secret de Total. Celui-ci est encore actif aujourd'hui. Prenons le cas de la Guinée équatoriale. En 2015, la Corrète, pour intervenir en justice dans l'affaire des biens mal acquis, elle crée une association bidon des Équato-Guinéens en France. Celle-ci a son siège social dans un immeuble appartenant à Total. En 2017, en décembre 2017,
Il y a une tentative de coup d'État à Mongomo qui est arrêté à la frontière du Cameroun et de la Guinée équatoriale avec des mercenaires soudanais et tchadiens. Il y aura 2 procès retentissants à Yaoundé et à Malabo. Eh bien, c'est le service secret de Total et pas du tout l'État français qui est impliqué dans l'organisation et le financement de ce coup d'État, ainsi que les réseaux de Georges Soros, qui disposent aussi d'un service de renseignement privé. Celui-là se présente sous forme d'une ONG. C'est la plateforme africaine des lanceurs d'alerte africains. Ce sont des gens qu'on présente comme des chevaliers blancs qui dénoncent ces scandales. Et en fait, ils espionnent les régimes africains pour le compte de Soros. Vous devez savoir que, par exemple, il y a un point commun entre Assange, entre Snowden, entre LuxLeaks, les luxembourgeois qui ont dénoncé les banques luxembourgeoises. Ils ont tous les 3 un avocat commun. Je vous donne en mille qui est cet avocat. C'est Maître Bourdon, l'associé de Georges Soros en France. Les services secrets privés, c'est une réalité française. Aux États-Unis, il y a des services secrets privés, mais ils sont tenus en laisse par les 15 services secrets officiels des États-Unis, dont la CIA, l'Office of Naval Intelligence, le service secret de la marine, qui est plus puissant que la CIA, et le secret de service qui assure notamment la sécurité du président. Eux ne veulent pas que des privés interviennent dans leur pouvoir. Mais en France, il y a une espèce de concubinage incestueux. Je suis l'inventeur de la formule qu'on m'a souvent volée. Il y a un concubinage incestueux, dans tous les sens du terme, entre les barbouzes, les gens des services secrets, les militaires et les politiques français. Voilà pourquoi la France, on la prend la main dans le sac un peu partout. Dans les scandales qu'il faut ajouter à la France, il y a la tentative de sécession du Katanga en 1961, dans lequel la France visait les mines du Katanga, et il y a la tentative de sécession du Biafra, où se situent les principaux champs de pétrole du Nigeria. Dans les 2 cas, c'était les réseaux de Foccart et Total qui étaient mis en cause. Merci Luc pour cette autre contribution. Jonathan Batengene, finalement, les entreprises françaises semblent manquer de subtilité dans cette opération de financement du terrorisme. Tout à fait. Il y a, non, comme Luc expliquait, il y a d'une part, par exemple, quand on parle de Al-Qaïda, oui, c'est la CIA. Les gens ne doivent pas croire que c'est beaucoup moins. Quand on parle de l'État islamique, c'est une organisation qui est également liée à la CIA. Oui. Donc, ce n'est pas que les uns seraient, quand on parlait par exemple de l'Interpal, du scandale de l'Interpal, oui, avec la fondation Al-Aqsa qui a été financée par une fondation saoudienne et avec l'intermédiation du MI6, ou du moins la facilitation du MI6 en Allemagne, oui, c'est britannique. Ce n'est pas que les uns sont plus exposés ou bien plus actifs que les autres. C'est juste que en matière de stratégie de financement des actions terroristes, chaque État a ses canons, et ces canaux sont découverts au fur et à mesure. Oui. Maintenant, il y a certainement un peu plus de fuite quand ça arrive du côté certainement des Français, et comme Luc Michel l'a toujours dit et qu'on le constate, oui, la France, c'est véritablement, le ventre mou de l'impérialisme occidental. C'est le pays qui fait le moins finement ces opérations de déstabilisation et de pillage des ressources des autres. Donc, ils sont finalement plus vite épinglés et ils sont plus vite rattrapés par un ensemble de scandales qui émergent aussi plus vite que les autres. Ce n'est pas dire que les autres le font moins, ils sont aussi empêtrés dans les mêmes pratiques et les mêmes travers, et ils le font avec tout autant de zèle que les Français, avec tout autant de vices que les Français, et ils le font dans l'intérêt unique de se faire davantage, de renforcer leur propre influence. Il faut noter que la CIA,
c'est une organisation multiforme. La CIA a ses propres laboratoires. La CIA a ses propres canaux économiques à partir desquels, parfois, c'est des entreprises écrans qui existent simplement pour des buts visés et après peuvent disparaître après un certain nombre de temps. Parfois ce genre d'entreprise ne laisse pas de traces, dans la sphère économique, et pourtant c'est parfois ce genre d'entreprise écran. Quand on vous parle des intermédiaires qui, vous savez que le pétrole, le marché du pétrole par exemple, est vendu par un ensemble d'intermédiaires qui se placent sur le marché international et qui vendent les produits pétroliers. Mais ces intermédiaires qui vendent le pétrole qui est volé en Syrie, ce pétrole-là n'est pas vendu par des intermédiaires qui n'appartiennent pas au couloir de la CIA. Oui. C'est des acteurs qui sont dans les couloirs de la CIA. Il faut donc de l'intérêt, il faut aussi du courage. Oui. Parce que certainement les réseaux états-uniens sont davantage violents. Et j'ai salué d'ailleurs tout à l'heure le fait que Luc Michel ait confirmé une chose, nous le disions ici sur ce plateau, oui. Les lanceurs d'alerte, ce n'est pas un groupe d'individus qui seraient des entrepreneurs indépendants. C'est des acteurs qui appartiennent à une dynamique de financement des actions de déstabilisation. Pour le cas de la France, par exemple, il y a un nom qui revient toujours. L'homme, et Luc Michel va le confirmer. Son nom est cité dans le cas des plaintes contre l'ensemble des dirigeants africains dans ce qui est considéré comme les affaires de biens mal acquis. Il s'appelle William Bourbon, oui. Avocat attitré de la déstabilisation et qui est réputé dans un article que nous avons trouvé sur un canal parallèle. Cet article détaille bien les relations de William Bourbon avec toute la dynamique de la France-Afrique sur les territoires africains. D'ailleurs, il était recommandé à Nicolas Sarkozy de travailler avec William Bourbon. Et William Bourbon est devenu l'homme qui s'est rapproché, et d'ailleurs un homme qui est très proche de George Soros en France et qui a travaillé à l'érection de ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Il est d'ailleurs l'avocat attitré des lanceurs d'alerte. Venez au Cameroun, vous comprendrez pourquoi un ensemble d'acteurs qui s'autoproclament lanceurs d'alerte, ou du moins qui sont désignés comme lanceurs d'alerte, sont toujours dans la dynamique d'une défense juridique au niveau des tribunaux par un certain type d'avocats qui ont eux-mêmes eu pour avocats lorsqu'ils étaient en difficulté William Bourbon. Merci à vous, cher Jonathan Batengene. On va prendre un appelant et puis je vais aller vers Luc Michel très rapidement. Certainement, ce sera pour sa dernière prise de parole. Alors, l'appel nous vient du Sénégal. Abdoul Barry, bonsoir. Oui, bonjour Bassir. Oui. Voilà, vous êtes en direct, on vous écoute. Vous avez la parole, cher ami. D'accord. Je vais remercier d'abord vos invités. Je remercie toutes les panélistes et vous particulièrement. Merci. Le travail que vous abattez chaque jour. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous et soyez en remerciés pour ce travail que vous ne ménagez aucun effort pour lever de conscience. Ok, d'abord, avant de parler du thème, je vais m'incliner à la mémoire de ces fils du Tchadien qui sont lâchement assassinés lors des manifestations du 20 octobre. Nous disons tout simplement courage au peuple tchadien. C'est une lutte qui n'est pas du tout facile, mais Inch'Allah, le peuple finira, la vérité finira par triompher. Parce que n'oubliez pas que, comme vous avez bien choisi le thème de parler du terrorisme, comme vous le savez, le Mali a déposé une plainte depuis le mois passé, mais jusqu'à présent, comme la junte française, c'est un État criminel, toutes les organisations occidentales, toutes les organisations des Nations Unies, à savoir toutes ces organisations-là sont dedans. C'est eux qui financent le terrorisme, ça c'est un secret de polichinelle. Donc du coup, vraiment, vous avez bien choisi le thème. Inch'Allah, comme même ici actuellement au Sénégal, donc il y a des détenus politiques qu'on accuse de forces spéciales, donc
alors que nous, depuis qu'on est né au Sénégal, on n'a jamais entendu, on entend souvent parler du terrorisme dans les médias, mais actuellement, comme que le président veut forcer un droit, il y a ces détenus innocents qu'on a pu des forces spéciales et compteurs qui ne sont pas actuellement en détention. Donc c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est toute une lutte du peuple africain. C'est le peuple africain qui doit lutter contre ça. Et aussi, que nos forces de défense et de sécurité soient des républicains et patriotes. Parce que seul le peuple ne peut pas sauver ce qui se passe. Parce qu'avec cet état criminel qui est la France, toujours qui engouffre dans nos forces de défense et de sécurité et corrompre certains. Donc il sera difficile de vraiment, si on n'a pas de forces de défense de patriotes et vraiment qui aiment leur pays, il sera difficile vraiment de venir à bout de cette junte française qui finance et encourage le terrorisme dans toute l'Afrique, dans la zone sahélo-saharienne. Merci donc, à vous, Abdelbari, pour la contribution. Merci infiniment. Et un salut à tous ceux qui nous suivent du côté de Dakar. Ils sont très nombreux d'ailleurs à Saint-Louis, à Ziguinchor. Bien sûr, en tout cas, vous êtes très nombreux à nous suivre de ce côté-là. On va prendre l'appel de Justin depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Justin. Bonsoir Bachir. Bonsoir à For You TV. Bonsoir à ton invité. Bonsoir à toute l'Afrique. Je salue Bachir au passage. Luc Michel, et je salue mon frère Delphin du côté de Bujumbura. Bachir, concernant l'affaire Lafarge, la société de cimenterie française qui est maintenant installée en Côte d'Ivoire, l'affaire a mal tourné au fait. Lafarge avait pour mission de construire les fortifications, les bunkers des djihadistes en Syrie. Et c'était en étroite collaboration avec les services de renseignement français, américains et britanniques sous le couvert de l'OTAN. Et l'affaire a mal tourné. C'est pour cela que les États-Unis ont demandé à Lafarge de leur verser une certaine somme. Sinon, l'affaire pour laquelle Lafarge a été condamné aux États-Unis, cette même affaire est posée à la justice française. Mais Bachir, tu verras que Lafarge plaidera non coupable et ne versera aucun centime à l'État français et à la justice française. Et pourquoi ce sont les États-Unis qui condamnent Lafarge et qui demandent à Lafarge de leur verser des centaines de millions de dollars? Lafarge a fait massacrer des Syriens en Syrie. Pourquoi ce n'est pas la justice syrienne? Pourquoi ce n'est pas l'État syrien qui poursuit Lafarge? Et que c'est les États-Unis qui sont à la base de cette affaire judiciaire? Lafarge, les États-Unis, la France, l'Europe, l'OTAN, la mayonnaise n'a pas pris. Ils ont échoué dans leur mission. Voilà pourquoi les États-Unis ont décidé de sanctionner la France. La France n'a pas su gérer le business qu'ils ont fait au niveau des fortifications, au niveau des djihadistes en Syrie. Voilà pourquoi les États-Unis sont en train de taper sur la tête de la France. Merci Bachir. Merci à toute l'Afrique. Merci à vous également, cher Justin, depuis la Côte d'Ivoire. Luc Michel, peut-on faire le lien entre l'affaire Lafarge et la plainte du Mali, puisque les autorités maliennes ont clairement dit qu'elles disposent des preuves du financement, cette fois-là, de l'État français aux terroristes qui sévissent dans le Sahel? Écoutez, l'écho de la FARC qui résonne puissamment dans les couloirs du Conseil de sécurité et au Mali. Depuis de nombreuses semaines, le Mali veut fixer au Conseil de sécurité un débat où il faut présenter les preuves du financement du terrorisme malien par la France. Et les Français, les Américains et les Britanniques freinent des cas de fer pour que ça n'aille pas lieu. Évidemment, avec l'affaire Lafarge, on a encore une illustration du financement de ce terrorisme. Il n'y a pas de raison que ça se passe différemment au Mali. Souvenons-nous de la Libye. Lorsque des djihadistes essayent de s'emparer du pouvoir en Libye, et ils y parviendront avec l'aide de l'OTAN, eh bien, les Français, dans 2 villes de Libye, Zenten
à l'est de Tripoli, et Misrata à l'ouest, au sud-ouest, ils organisent deux armées privées qui, depuis 10 ans, déstabilisent toute la Libye. Ces armées privées fournies, équipées par les Français, avec armées bagages, elles sont aussi puissantes que l'armée nationale libyenne. Voilà ce qui se passe. Donc évidemment, ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé avec Nafak en Syrie, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas lieu au Mali. Et on l'a vu encore avec Castel en Centrafrique. Luc Michel, Jonathan Batengene, on va se retourner vers vous. Certainement, le lien, il est désormais bien établi quand même entre les accusations du Mali contre l'État français et ce qui se passe aujourd'hui avec Lafarge. Et pour ne pas citer d'autres exemples, comme on l'a fait tout à l'heure avec Elf, Total, Castel, etc. Finalement, ça donne raison au Mali. Mais pourquoi le procès pourquoi la réunion du Conseil de sécurité pour écouter et voir les preuves du Mali ne se tient pas? Parce que là, il y a tout un bloc qui veut conserver le tablier. Pourtant, c'est que la balance est en train de pencher, qu'il n'a plus le contrôle des événements, que le monde lui tourne le dos, qu'il est isolé et qu'il est temps de débarrasser la scène. Ce bloc, c'est le bloc de l'Union européenne, c'est le bloc de l'OTAN, lequel bloc est empêtré dans tous ces scandales qui sont malheureusement des scandales qui mettent en danger la survie de l'espèce humaine. Parce que les actions de terrorisme, Bachir, ces actions, c'est de la mort d'individus comme nous qu'il s'agit. Les terroristes tuent et sèment le chaos partout où ils passent, ils sèment la désolation, ils créent des sans-abri. Il crée des orphelins, il crée des veufs, il crée des personnes vivant avec un handicap. Ils sont la cause d'un carnage et d'un effroi sans pareil. Ils sont encore plus dangereux que le paludisme et le sida mélangés quand vous regardez ce que font les terroristes au quotidien dans le monde. Ils créent plus de pauvres que tous les programmes de destruction d'économie fabriqués par Alassane Dramane Ouattara. Ils sont encore plus dangereux que toutes sortes de maladies. On dirait que la Covid, c'est un jeu à côté de ce que le terrorisme crée. Quand vous avez des millions d'Ukrainiens qui fuient l'Ukraine à cause de ce que leur État a été transformé en pays terroriste, vous comprenez que le terrorisme, ça ne joue pas. 15 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Quand vous regardez le nombre de Syriens qui ont été obligés de se déplacer de la Syrie, on parle de près de 10 millions de Syriens qui ont fui la Syrie du fait des violences. Et on ne parle pas là des déplacés internes qui sont alors là un peu plus nombreux. Quand vous regardez au nord du Cameroun, ce que le terrorisme a créé, ce terrorisme qui est alimenté par plusieurs autres États, ce terrorisme, quand vous regardez ce que ça a créé, des millions de déplacés internes, des milliers de réfugiés. Quand vous regardez les villes au Nigeria qui ont accueilli les réfugiés, c'est carrément une hécatombe mondiale. Alors, au Mali, vous avez plus de 2 millions de personnes qui ont fui leur logement, qui ont fui leur village, qui ont arrêté toute activité rentable. C'est des pauvres fabriqués par le terrorisme. Ceux-là, ces personnes, malheureusement, c'est des individus comme les citoyens lambda en France. C'est des individus qui ne demandaient qu'à vivre. Et ce que causent les terroristes, c'est inimaginable. C'est incommensurable du point de vue de la mesurabilité en termes de coûts humains, psychologiques. C'est des traumatismes à vie. Des gens qui n'iront plus jamais très loin dans les champs, dans leur village, parce qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer si jamais ils y vont. Donc, quand vous avez de tels phénomènes et que vous avez une partie de l'humanité qui s'est spécialisée dans la fabrication de tels individus, de tels monstres humains, il faut le reconnaître, eh bien, ces gens méritent bien un procès. Ils sont aussi vils que les nazis que nous avons combattus à la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut qu'on s'habitue à cette phrase. Nous avons combattu les nazis. On ne pouvons pas dire que les nazis ont été combattus par d'autres. C'est nos parents qui ont
libéré l'Europe. C'est nos parents qui ont libéré ces pays qui croulaient sous le nazisme. Nos parents y sont allés, se sont joints aux autres humains et ils ont ensemble vaincu le nazisme. Donc, lorsque nous avons vaincu le nazisme, nous avons tourné une page sombre de l'humanité, sauf que les nazis, ils ont survécu. Vous connaissez notre argument là-dessus. Et d'ailleurs, ce n'est plus un argument, c'est une réalité, une vérité de Polichinelle. Plusieurs nazis ont survécu et plusieurs se retrouvent dans les instances dirigeantes des grandes puissances occidentales. En fait, la France ne veut pas être mise au banc des accusés parce qu'elle sait que c'est sa responsabilité historique, c'est l'outil de propagande qu'elle a utilisé pendant longtemps qui va s'effondrer d'un coup. Elle est consciente qu'à partir du moment où une réunion du Conseil de sécurité sera ouverte, que cette réunion soit express ou bien une réunion dans bonne et due forme, et que le dossier qui sera sur la table sera le dossier malien, les preuves qui sont irréfutables, des preuves avérées, des preuves documentées seront posées sur la table et l'ensemble des peuples de la terre va découvrir quel est le rôle trouble de la France sur les terres en Afrique. Et à partir de ce moment, cette France va perdre tout son prestige. Mais pas seulement la France, dans le jeu des équilibres géopolitiques, avec la contre-attaque qui a été donnée par les nouveaux peuples libres, c'est l'ensemble du bloc de l'OTAN qui va basculer du côté des faibles. Et ils ont peur de ça. C'est pourquoi la plainte malien effraie plusieurs dans ce camp-là. Une note d'espoir que salue d'ailleurs Kaboré Claude du Burkina Faso, Karine Kwame, Laurine Bikoko et bien sûr Hugo Deluquez. Ils sont tous ça. Ce sont nos téléspectateurs qui nous suivent sur Facebook. Ils étaient en plein débat là. Merci à vous, messieurs et dames. Merci à la régie et surtout à tous ces téléspectateurs qui étaient nombreux ce soir encore à nous suivre. On se retrouve demain dans le cadre de la même émission, le point sur l'actualité, sur les mêmes antennes, Foyo Média Africa, à la même heure. Il sera certainement 17h30 en temps universel, 18h30 heure de Douala, et vous retrouverez une autre équipe peut-être, mais avec Bachir Ladan et notre cher consultant permanent Jonathan Batengini. Bonne suite des programmes.